Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 15 janvier. Le mouvement de résistance palestinien Hamas annonce aux médiateurs qataris et égyptiens adhérer à la proposition de cessez-le-feu au 467e jour de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, où au moins 38 Palestiniens sont tombés en martyrs. L'envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Soudan du Sud, Barthès El Mansouri, remet au président sud-soudanais Salva Kiir un message écrit du président algérien lui affirmant sa volonté de renforcer la coopération bilatérale et œuvrer pour parvenir à la sécurité et au développement au Soudan du Sud. Sahara occidental, la solution au conflit doit être fondée sur le principe du droit à l'autodétermination et du choix libre et souverain du peuple sahraoui. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov réitère la position constante de son pays, pleinement alignée sur celle de l'ONU. Et puis décryptage dans ce journal des mesures punitives contre l'Algérie auxquelles appellent certaines parties xénophobes, chauvinistes et racistes de la France. Bonsoir à tous. Nous venons d'apprendre qu'un accord de cessez-le-feu à Gaza serait sur le point d'être conclu entre les négociateurs du mouvement Hamas et ceux de l'entité sioniste. Selon de nombreuses sources, le mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé avoir remis son approbation aux médiateurs, ceux du Qatar et de l'Égypte, en vue d'un cessez-le-feu et un échange de prisonniers. La délégation du Hamas, dirigée par Khalil al-Hayya, a indiqué avoir agi en toute responsabilité envers le peuple palestinien, soucieux de mettre fin à l'agression et au massacre de l'entité sioniste. Et au 467e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, le bilan des victimes s'est alourdi à 46 707 martyrs et 110 265 blessés depuis le 7 octobre 2023. Les forces de l'entité sioniste ont commis au moins 6 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 62 martyrs et 253 blessés. Et depuis l'aube, ce mercredi, au moins 38 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 26 au centre et au sud de la bande de Gaza. Entre hier et aujourd'hui, au moins 13 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements des forces sionistes sur la ville de Gaza et le camp de Nusayrat. Et à Deir el-Balah, au centre, toujours plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés à la suite d'une frappe des forces de l'entité sioniste qui a également détruit plusieurs habitations. J'ai vu des martyrs déchiquetés. Le matin, ils ont sorti un martyr des décombres. Nous attendions tous une trêve, mais comme vous pouvez le voir, c'est à cela que ressemble la trêve des Juifs. Il était en sécurité dans sa maison et dormait avec sa femme et ses enfants. Quel est leur péché pour qu'ils les bombardent? Est-ce pour augmenter le nombre de morts?
C'est une journée difficile qui s'ajoute aux jours de souffrance que traverse notre peuple palestinien. Il s'agit d'une famille innocente composée d'hommes âgés, de personnes malades et handicapées, d'enfants et de femmes, sans aucun avertissement. Un baril d'explosifs a mis fin à leur vie, juste comme ça. Et depuis octobre 2023, 95% des écoles de la bande de Gaza ont été partiellement ou totalement détruites malgré leur statut d'espace protégé selon le droit international. Une situation qui prive plus de 620 000 enfants d'accès à l'éducation. Asma Laïd. Les écoles de Gaza transformées en abris sont régulièrement la cible d'attaques sionistes. Elles ont subi de graves dommages durant la première semaine de la nouvelle année 2025, a indiqué l'ONG Save the Children. Alors que les enfants du monde entier ont regagné les classes pour la première semaine de rentrée scolaire de 2025, les enfants de Gaza continuent de vivre une réalité alternative horrible. Non seulement ils ont manqué plus d'un an d'école, mais les salles de classe qui offraient autrefois un espace sûr pour apprendre, jouer et se développer sont devenues des pièges mortels. Le directeur régional du Moyen-Orient auprès de Save the Children a constaté que la destruction du système éducatif de Gaza viole non seulement le droit fondamental des enfants à l'éducation, mais menace également le tissu social, culturel et économique à long terme de la société palestinienne. Il est grand temps de mettre en place un cessez-le-feu durable. Chaque jour qui s'écoule sans cessez-le-feu met en péril l'avenir de davantage d'enfants, la restauration des écoles et la sécurité physique et mentale dont les enfants ont besoin pour reprendre leurs études seront une tâche titanesque. Victimes d'atrocités inimaginables, les enfants de Gaza méritent de vivre en paix. Pour rappel, depuis le 7 octobre 2023, le bourreau sioniste mène un génocide contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Et avec une trêve présentée comme imminente dans la bande de Gaza, le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa s'est exprimé en marge d'une conférence à Oslo, affirmant que ce moment offrait une chance cruciale d'agir de manière décisive, notamment s'agissant des mesures pratiques pour faire avancer la solution à deux États. Malgré la gravité de la crise, ce moment offre une chance cruciale d'agir de manière décisive en nous appuyant sur la reconnaissance, la responsabilité et la solidarité internationale. Nous pouvons transformer le désespoir en espoir et l'adversité en progrès tangible. Le moment est venu de prendre des mesures pratiques pour faire avancer la solution à deux États. Excellence, alors que nous attendons le cessez-le-feu, il est important de souligner qu'il ne sera pas acceptable qu'une entité quelconque gouverne la bande de Gaza, à l'exception des dirigeants palestiniens légitimes et du gouvernement de l'État de Palestine. Par ailleurs, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a indiqué que tous les Palestiniens du nord de Gaza étaient confrontés à une situation tragique avec la poursuite par l'entité sioniste de l'agression et du rejet des efforts de l'ONU pour fournir une aide humanitaire vitale. Le bureau d'OCHA a expliqué que l'accès à l'hôpital Al-Aouda à Jabalia était encore très limité en raison du siège de l'entité sioniste imposée au nord de Gaza, plutôt notant que cet établissement était le seul qui fonctionne encore partiellement dans le gouvernorat. Et l'Algérie a appelé à la tenue vendredi d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour tenter de sauver l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, qui fait face à une menace d'interdiction sioniste imminente à Gaza et en Cisjordanie occupée. L'Algérie, pour qui l'UNRWA est irremplaçable, a appelé vendredi dernier en sa capacité nationale. Le Conseil de sécurité a tenu des consultations à huis clos le 17 janvier sur la situation dangereuse à laquelle fait face l'agence onusienne.
Les forces de l'occupation sioniste ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 12 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers, dont plusieurs gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupés. Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats de Tulkarem, Beit Lahem, Naplouse, Qalqilia et Ramallah. Par ailleurs, une coalition de plus de 6600 professeurs, chercheurs, personnels universitaires et étudiants ont signé une lettre ouverte exhortant les universités belges à mettre un terme à toute collaboration avec les institutions sionistes. Les pétitionnaires reprochent aux universités de l'entité sioniste d'être directement ou indirectement impliquées dans des violations des droits de l'homme et ont dénoncé une complicité dans le génocide en cours à Gaza. Allez, restez avec nous. Tout de suite, nous retrouvons notre invité du soir. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jimmy Delado. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors Jimmy Delado, vous êtes Daledo, vous êtes chroniqueur et expert en questions internationales. Alors nous le disions au début, tout début de ce journal, nous avons des informations concernant la conclusion imminente d'un accord de cessez-le-feu, donc une trêve à Gaza accompagnée d'un échange de prisonniers. Quelles sont aujourd'hui et à l'heure où l'on parle les chances de voir cette trêve aboutir ? Écoutez, nous sommes tous dans l'espoir que ce cessez-le-feu puisse se finaliser parce que il y a trop de souffrance, beaucoup trop de violence, beaucoup trop de souffrance. Et ça fait véritablement mal au cœur de voir nos frères et sœurs palestiniens subir un des pires génocides de ces dernières décennies. Mais dans le même temps, nous devons rester rationnels. Nous devons analyser la situation d'une manière rationnelle et rester méfiant. Pourquoi ? Parce que l'antitétionniste est malin et il est vicieux. On sait par exemple qu'actuellement, il y a des manifestations. Il y a des manifestations un peu partout dans le monde, à Tel Aviv aussi. Mais dans ces manifestations, on sait qu'il y a aussi l'extrême droite israélienne, donc les forces sionistes qui sont au pouvoir, aux manettes du pays et qui manifestent contre ce cessez-le-feu. Ça démontre bien que cette idéologie, l'idéologie du sionisme, porte en lui et détient une violence intrinsèque. Il fonctionne par la violence. Alors, quelles sont les conséquences de cette oligarchie financière d'extrême droite, cette oligarchie sioniste, ses conséquences politiques, sa mainmise sur le gouvernement de Netanyahou, est-ce que concrètement le gouvernement de Netanyahou va écouter son oligarchie financière sioniste qui lui susurre dans les oreilles de ne pas signer de négociations? On verra ce qui va se produire. En tout cas, Jimmy Daledo, nous l'avons annoncé donc au début de ce journal. Nous savons que le Hamas, pour sa part, a confirmé donc son adhésion à la proposition de trêve. Quel est votre commentaire là-dessus ? Tout à fait, mais depuis le début, affirmant avoir agi en toute responsabilité envers le peuple palestinien. Tout à fait, et depuis le début, le Hamas, qui représente la résistance palestinienne, a toujours dit qu'elle voulait la paix et signer des négociations pour un cessez-le-feu, mais un véritable cessez-le-feu avec un échange de tous les prisonniers, parce qu'on parle vous savez, ici en Occident, on parle des otages israéliens détenus par le Hamas,
Mais on ne parle pas d'otages. Il y a des prisonniers. Il y a des prisonniers de guerre. Dans toutes les guerres, il y a toujours eu des prisonniers. À l'époque des tribus indiennes, quand elles se faisaient la guerre, il y avait aussi des prisonniers. Ça veut donc dire qu'il y a aussi plusieurs milliers de prisonniers palestiniens qui sont détenus par l'entité sioniste. Et le Hamas a très clairement dit plusieurs fois qu'il fallait d'abord que les forces sionistes partent de la bande de Gaza, partent de la Palestine d'une manière, et un retrait complet des forces sionistes. Il faut que tous les prisonniers soient libérés des deux côtés, mais que les prisonniers palestiniens détenus par le gouvernement génocidaire israélien puissent être délivrés eux aussi, et surtout que le retrait de ces forces sionistes soit définitive, qu'elle ne soit pas provisoire. On constate que M. Netanyahou, il a déjà proposé que ce retrait des forces sionistes se fasse d'une manière provisoire en attendant que les otages israéliens soient libérés. Mais après, que se passerait-il une fois que les prisonniers israéliens seraient libérés? Les forces sionistes reviendraient, recommenceraient à mettre en application leur processus de colonisation barbare. Non. Donc le Hamas a toujours été clair dans ses propositions, un véritable cessez-le-feu qui serait constructif pour les deux parties. Très bien, Jimmy Dalédou. Je vous propose de commenter donc ces images qui nous parviennent de Khan Younes et de Deir el-Balah, des images qui vont nous parvenir dans quelques instants de Palestiniens. Donc on le voit à l'écran, des Palestiniens de Khan Younes et de Deir el-Balah qui sont sortis dans l'expectative. Ils attendent la confirmation, l'officialisation de l'entrée en vigueur d'un accord qui serait conclu dans l'instant où on parle. Un accord de trêve accompagné d'un échange de prisonniers entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste. Nous rappelons également que le Hamas a confirmé donc son adhésion à cet accord de trêve qui doit être officialisé, annoncé imminemment. Donc les populations razaouis attendent avec impatience, nous le pensons, donc cette annonce de trêve. Jimmy Dalédou, le peuple palestinien aujourd'hui pourrait enfin respirer avec l'entrée d'une telle trêve. Il a, on le sait, payé un lourd tribut, Jimmy Dalédou. Oui, tout à fait. Nous espérons que ce cessez-le-feu se finalise. On attend tout ça avec impatience parce qu'il faut véritablement libérer le peuple palestinien qui souffre depuis bien trop longtemps. C'est plus de 46 000 morts. Et on sait, et nous savons que dans la continuité de ce cessez-le-feu, si nous espérons qu'il se mette en place, il faut qu'il y ait une construction économique, sociale et politique. Il faut que les Palestiniens puissent se reconstruire, d'abord en tant qu'individus, individuellement, collectivement. Il faut, par exemple, que nous espérons finalement que ce n'est pas un coup médiatique de Joe Biden avant sa sortie du 20 janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Nous espérons que ce n'est pas un simple coup médiatique et nous espérons que Benjamin Netanyahou ne va pas jouer sa survie politique en continuant cette guerre et ce massacre qui n'est absolument pas justifié. Et il faut absolument il faut aussi qu'il y ait une surveillance collective de tout le Moyen-Orient pour que ce cessez-le-feu, s'il aboutit, puisse ouvrir la porte à une construction politique, à une véritable construction politique, oui. et dans lequel nous verrions enfin la reconnaissance de l'État de la Palestine. La solution à deux États reste un objectif atteignable. C'est un objectif atteignable qui a été réaffirmé par plusieurs pays dans le monde, même en Europe. Et cette reconnaissance de l'État palestinien est un des éléments clés de la reconstruction politique dans la continuité de la reconstruction économique, sociale et surtout de la reconstruction de la vie de tous nos frères et sœurs palestiniens qui ont subi les appétits voraces d'un impérialisme nord-américain qui malheureusement avait donné sa feuille de route qui s'appelle Grand Moyen-Orient à son bras armé dans la région qui est l'entité sioniste.
Et puisque vous parlez des États-Unis, on le sait, Donald Trump prendra donc ses fonctions officielles en tant que président des États-Unis le 20 janvier prochain. Pensez-vous que cet accord ou cette trêve a été précipité par l'arrivée de Donald Trump au pouvoir? Je pense que le gouvernement Biden a absolument besoin de sortir par un coup médiatique, par un succès. Il lui faut un succès d'envergure. Et pour l'administration Biden, ce serait un succès. Pourquoi? Parce que l'opinion publique internationale est très clairement du côté de la résistance palestinienne. L'entité sioniste est condamnée sur le plan judiciaire par les instances internationales comme la CPI, mais condamnée aussi par l'opinion publique internationale. Donc exactement. Biden a besoin d'une sortie par l'avant, et nous espérons que Trump si ce cessez-le-feu est finalisé, enfin, nous espérons qu'il assumera ses responsabilités pour faire en sorte que cette paix puisse se pérenniser. Jimmy Dalédo, si on revient sur cette résistance, ces 15 mois de résistance palestinienne, du peuple palestinien, la puissance de la résistance est toujours là, elle continue d'infliger de lourdes pertes à l'entité sioniste. Or, peut-on interpréter cela si accord de trêve il y a aujourd'hui comme une victoire pour le Hamas? Écoutez, c'est une très bonne question. Alors, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où la résistance vit et qu'elle se bat, qu'elle se bat contre le colonisateur, contre son oppresseur, il y a toujours victoire. Et c'est une victoire des âmes palestiniennes, c'est une victoire de toutes les âmes du Moyen-Orient et de toutes les âmes qui veulent la liberté. À partir de là, à partir du moment où on se bat, où on se lève contre son oppresseur, c'est une victoire. Ensuite, il y a la réalité géopolitique. On sait que, par exemple, que le HTS syrien, qui est arrivé au pouvoir dernièrement, ce groupe terroriste, qui plus est financé par les instances de l'Union européenne d'ailleurs, est arrivé au pouvoir, et lui, le nouveau gouvernement syrien n'est clairement pas l'ami de l'axe de la résistance, qui est matérialisé par le Liban, la Syrie, l'Algérie, oui, Hamas. Dalédo, nous allons peut-être nous limiter au sujet donc, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la trêve donc, qui doit être annoncée éminemment à Gaza pour mettre fin aux souffrances donc, du peuple palestinien. Nous en savons un peu plus dans l'échange de détenus entre l'entité sioniste et le mouvement Hamas. Il y aurait donc 30 détenus israéliens contre 1000 détenus palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité, donc la peine capitale. Quel commentaire faites-vous de cela? Écoutez, c'est une très bonne chose qu'il y ait une libération des deux côtés. Et il faut effectivement que tous les prisonniers des deux côtés, et encore une fois, pour moi en tout cas, il n'y a pas d'otages, il y a que des prisonniers de guerre. Et malheureusement, c'est une réalité dans toutes les guerres. Et il faut que tous les prisonniers soient libérés. Et après leur libération, il faut effectivement que ce cessez-le-feu puisse être mis en application, soit pérennisé dans le temps. Et pour ça, encore une fois, il faut que l'État de la Palestine soit reconnu dans la continuité de ce cessez-le-feu. Mais encore une fois, la construction politique, elle ne vient pas que par d'en haut. Ça, c'est un élément clé. Je pense que c'est un élément clé, c'est que la reconstruction politique ne passe pas uniquement par les gouvernements. Les gouvernements sont là, ils sont importants. Le gouvernement palestinien prendra ses responsabilités, mais il faut que tous les peuples puissent devenir les acteurs de cette reconstruction économique, sociale et politique. Et que tous les peuples du monde soutiennent le peuple palestinien qui, lui, mettra beaucoup d'énergie, c'est certain, pour reconstruire son pays. Et je pense que cette force collective peut aboutir à véritablement la reconnaissance de l'État palestinien et de deux États qui cesseraient enfin qui vivraient en tout cas en paix, nous l'espérons. Mais je pense vraiment que c'est une force collective. Jimmy Dalédo, quelles sont aujourd'hui les chances de voir l'entité sioniste respecter les clauses d'un éventuel accord? On le sait,
lors de la première trêve. Il ne s'est pas passé un jour sans que l'entité sioniste ne commette des violations de ses propres clauses de l'accord. Écoutez, c'est une très bonne question, puisque là, on arrive, oui, effectivement, à cette contradiction entre, d'un côté, ce que nous voulons, subjectivement. Aujourd'hui même, nous avons vu ces derniers jours des journées particulièrement sanglantes. Il y a eu un bilan effroyable ces dernières 24 heures. Donc, quelles sont, selon vous, je répète ma question, quelles sont, selon vous, les chances de voir cet accord aboutir et surtout respecté de la part de l'entité sioniste? Tout à fait, contradiction entre ce qu'on voudrait et la réalité géopolitique. Et malheureusement, il y a une réalité, encore une fois, j'espère que ce cessez-le-feu pourrait se pérenniser, mais malheureusement, il y a une réalité géopolitique qui est que le nouvel ordre mondial multipolaire est en marche, il est enclenché, il se solidifie, il n'est plus en cours de naissance, il est en cours de solidification. Il y a différents pôles multipolaires qui se forment ça et là, et le projet du Grand Moyen-Orient, qui est un projet de l'impérialisme nord-américain et qui, n'oublions pas, avait mandaté l'entité sioniste pour fracturer le Moyen-Orient, pour empêcher le Moyen-Orient. C'est ça l'objectif de l'entité sioniste, c'est de fracturer le Moyen-Orient et empêcher que le Moyen-Orient devienne un pôle multipolaire et qui, à un moment, trouverait sa place dans les nouveaux espaces de croissance dédollarisés qui se construisent via les BRICS, etc. Et ça, l'entité sioniste a très bien compris que son principal objectif, c'est cette feuille de route qui s'appelle Projet du Grand Moyen-Orient, qui lui a été remis par Washington, et ce projet doit aboutir d'une façon ou d'une autre. Pour eux, il faut absolument, pour le gouvernement sioniste et Washington, il faut absolument que le Moyen-Orient ne puisse pas s'unifier. Pour eux, il faut absolument que la zone reste divisée et qu'elle n'intègre pas le nouvel ordre mondial multipolaire. Pour eux, ce serait la pire des choses, malheureusement, quitte à utiliser toute la violence barbare. Et c'est pour ça que je parlais de force collective, parce que l'opinion publique mondiale est contre l'entité sioniste et il est du côté de la résistance palestinienne. Ce qui permet au mal de triompher, c'est effectivement la passivité mondiale. Et donc, s'il y avait une force collective internationale qui véritablement tape près du poing sur la table, ne serait-ce qu'en mettant en application les mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, rappelons quand même qu'il est criminel contre l'humanité, ne serait-ce que ça, par une force collective, nous pourrions faire en sorte que l'entité sioniste n'agresse pas nos frères et sœurs palestiniens, parce que malheureusement, je pense que ça risque de se reproduire, malheureusement. Et on le voit encore une fois avec vous et nos téléspectateurs en direct depuis Gaza. On le voit, les Palestiniens sont dehors. Ils attendent toujours l'annonce de cet accord tant espéré, cette trêve tant espérée pour arracher ou plutôt stopper l'effusion de sang, arrêter l'hémorragie donc de ce génocide qui dure depuis le 7 octobre 2023. Il y a aussi l'aspect humanitaire, Jimmy Daledo. Pensez-vous qu'une trêve dont on ne sait pas encore si cela durera quelques jours, on parle d'une quarantaine de jours, que cette trêve puisse combler les besoins humanitaires urgents des Gazaouis aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment un élément clé. D'ailleurs, dans la proposition de ce cessez-le-feu, il a bien été précisé qu'il faut premièrement un retrait complet des forces sionistes, deuxièmement ouverture du passage de Rafah et retrait complet des forces sionistes de ce passage. Troisièmement, il faut laisser passer les aides humanitaires et les laisser travailler en total sans entrave. Et en plus du fait que tous les prisonniers soient libérés. Et effectivement, depuis le début, nous avons constaté que nos frères et sœurs palestiniens avaient de l'aide internationale qui commençait à affluer, notamment le NERWA et plusieurs organisations internationales, et qui ont toujours été pris pour cible par l'entité sioniste. L'entité sioniste allait jusqu'à... on sait qu'il y a eu plusieurs journalistes qui ont été tués par l'entité sioniste. Les aides humanitaires... Les collectifs d'aide humanitaire étaient visés par l'entité sioniste. Pourquoi? Parce que pour eux, il fallait tout faire pour exterminer. C'est ça, le génocide, c'est l'extermination d'une population. Et donc, nous espérons qu'effectivement, après ce cessez-le-feu, si nous espérons qu'il puisse aboutir,
que l'aide humanitaire internationale puisse se diffuser un petit peu partout en Palestine d'une manière urgente, parce que ils en ont véritablement besoin. Mais il faudra véritablement que cette force collective que nous construirons fasse en sorte que cette aide humanitaire puisse se faire. Mais encore une fois, il y a une contradiction entre, d'un côté, cette aide humanitaire qui doit seulement aboutir et qui a tenté de faire son travail, notamment via l'UNRWA, d'un côté, et l'autre côté de la contradiction, une entité sioniste qui, dans son délire de violence, a été jusqu'à viser ces personnes qui, ma foi, sont pacifistes et qui voulaient qu'une chose, que nos frères et sœurs palestiniens puissent vivre un minimum décemment. Et si cette trêve donc, de 40 jours, comme annoncé, soit respectée, donc, elle coïncidera donc, avec l'investiture le 20 janvier de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pensez-vous que son arrivée au pouvoir fera plus pencher la balance vers le respect de cette trêve, voire son prolongement? Alors, vous savez, Donald Trump est un personnage qui est, on le sait, qui est assez versatile. Il prend une décision un jour et il prend une décision l'autre jour. Et il y a un élément clé. Alors, soit on sait qu'il est, il y a deux éléments, plusieurs éléments. On sait qu'il est très proche du gouvernement israélien. En tant que grand représentant de l'impérialisme nord-américain, il sait qu'il est un petit peu le père spirituel de l'entité sioniste, mais dans le même temps, on sait que Donald Trump est ouvert au bloc du Nouveau Monde à l'Est. Il va se rapprocher des BRICS à l'Est. Et surtout, c'est un personnage, je crois, qui est opportuniste. Et l'opportunisme est d'abord versatile. Et Donald Trump a très bien compris que l'opinion publique internationale est n'est clairement pas du côté du gouvernement de Netanyahou. Alors, est-ce qu'il va se positionner en tant qu'opportuniste, parce qu'en fait, c'est pas une position politique et financière. Il est milliardaire. Ouais. Il n'a pas besoin de temps. Donc, est-ce qu'il va se positionner du côté de l'opinion publique internationale pour jouer un petit peu le héros du moment, soit il va rester fidèle à ce qu'avait décidé l'oligarchie financière nord-américaine et qui avait décidé de tracer la feuille de route de l'entité sioniste et qui, en tant que bras armé, devait mettre en application le projet du Gros Moyen-Orient. Donc, il aura devant lui une contradiction. Quelle position il va prendre? Mais encore une fois, Donald Trump est un personnage assez versatile et on sait qu'il aime se faire conseiller par des personnes comme Elon Musk qui eux, ont aussi d'autres projets, notamment au niveau du numérique. Et il y a aussi les projets gaziers qui sont aussi très importants. Ouais. Donc, on ne peut pas vraiment savoir d'avance quelle position Donald Trump va adopter. Jimmy Dalidou, nous vous remercions pour votre éclairage. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chroniqueur et expert en questions internationales. Merci à vous. Et nous rappelons également à nos téléspectateurs l'information principale du jour qui est l'annonce imminente d'un cessez-le-feu à Gaza. Donc un accord d'une trêve accompagnée d'une libération de détenus entre l'entité sioniste et le mouvement de résistance palestinien Hamas, le mouvement palestinien qui a donné son approbation d'adhérer donc à cette trêve. On attend l'annonce dans les minutes, voire les heures qui viennent. Et comme vous le constatez avec nous, avec ces images en direct qui nous parviennent depuis Gaza, les Palestiniens ont investi les rues, attendant donc l'annonce de cet accord imminent entre l'entité sioniste et le mouvement de résistance palestinien Hamas. La ville de Gaza, celle de Khan Younes, Deir el-Balah notamment, où les Palestiniens sont rivés sur leurs écrans, attendant et scrutant toute information, donc faisant fi de l'annonce d'un cessez-le-feu. Les enfants, comme vous pouvez le voir, aussi sont dans la rue, des enfants qui ont payé le prix fort
de ce génocide qui a duré 15 mois, puisqu'ils font avec les femmes les principales victimes de ce génocide qui dure depuis le 7 octobre 2023. Dans l'actualité également, le nouveau Premier ministre libanais Nawaf Salam a rencontré les députés des deux principaux partis chrétiens du pays, les forces libanaises et le courant patriotique libre, ainsi que le Parti socialiste progressiste dans le cadre de ses consultations avec les blocs parlementaires pour former son gouvernement. Et la Cour internationale de justice basée à La Haye a annoncé que son président, le juge Nawaf Salam, avait démissionné suite à sa nomination en tant que Premier ministre du Liban. Salam, qui a assumé la présidence de la CIJ en 2024, a officiellement quitté ses fonctions de membre de la Cour avec effet immédiat. Son mandat de juge et président devait initialement s'achever le 5 février 2027. On reste dans la région où le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, est arrivé hier à Damas dans le cadre d'une visite de 3 jours qui doit aussi le conduire au Liban. Turk a affirmé ce mercredi que la justice transitionnelle était cruciale en Syrie lors de cette visite inédite dans le pays. La justice transitionnelle est cruciale à mesure que la Syrie avance. La justice transitionnelle vise à reconnaître les victimes, elle renforce la confiance des individus dans les institutions de l'État, elle renforce le respect des droits de l'homme et promeut l'État de droit. La vengeance et le règlement des comptes ne sont jamais la solution. Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h, tout de suite l'édition africaine. Je vous en parlais en titre et dans le cadre de sa visite à Juba, la capitale du Soudan du Sud, et en sa qualité d'envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid Tebboune, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des affaires africaines, Barthès Elma Mansouri, a été reçue ce mercredi par le président sud-soudanais Salva Kiir, à qui elle a remis un message écrit du président algérien, lui affirmant sa volonté de renforcer la coopération bilatérale et œuvrer pour parvenir à la sécurité et au développement au Soudan du Sud. De son côté, le président Salva Kiir a salué le rôle positif joué par l'Algérie au niveau africain, notamment le soutien continu qu'elle apporte au continent. Par ailleurs, le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Saihi, a été reçu hier à Kinshasa par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans le cadre de la visite qu'il a effectuée en sa qualité d'envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid Tebboune. À cette occasion, le ministre a remis un message écrit du président algérien à son homologue de la République démocratique du Congo. Ce dernier a salué le rôle pionnier de l'Algérie sur la scène africaine dans le cadre de son engagement à renforcer la solidarité entre les pays du continent et à appuyer les processus de développement, de paix et d'indépendance des peuples. Représentant également le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rabiga, s'est rendu au Mozambique pour assister à Maputo à la cérémonie d'investiture du président élu Daniel Francisco Chapo.
Et le président élu du Mozambique, Daniel Chapo, a été donc officiellement investi ce mercredi sur la place de l'Indépendance de Maputo sous haute sécurité. Daniel Chapo, à la tête du parti au pouvoir, a juré de remplir fidèlement la fonction de président de la République pour les 5 prochaines années. Daniel Francisco Chapo. Moi, Daniel Francisco Chapo, je jure sur mon honneur de respecter et d'appliquer la Constitution, de remplir fidèlement la fonction de président de la République du Mozambique, de consacrer toute mon énergie à la défense, à la promotion et à la consolidation de l'unité nationale, des droits de l'homme, de la démocratie et du bien-être du peuple mozambicain, et de rendre justice à tous les citoyens. Le nouvel ambassadeur de la Chine en Algérie, Dong Guangli, a salué l'amitié séculaire et le partenariat stratégique global entre son pays et l'Algérie, premier État arabe à établir un partenariat stratégique global avec la Chine. Le nouvel ambassadeur chinois l'a souligné en présidant une cérémonie organisée au siège de l'ambassade à Alger, en présence du président de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, Yang Wenming. En parlant du partenariat algéro-chinois, l'entreprise pétrolière chinoise Sinopec International Energy Investment, représentée par sa filiale Sougl Algérie, a manifesté sa volonté de développer une coopération pratique avec l'Algérie en matière d'exploitation des hydrocarbures et d'y élargir ses investissements dans les filières pétrolières, gazières et pétrochimiques, selon son représentant officiel en Algérie, Wu Xiuli. Une manifestation a été organisée hier soir dans la capitale danoise, Copenhague, pour condamner l'attaque violente contre le siège de l'ONG danoise Global Action, solidaire de la lutte du peuple sahraoui pour l'exercice de son droit à l'autodétermination. Les manifestants ont parcouru les rues de Copenhague en scandant des slogans rappelant le droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'autodétermination. Pour rappel, les bureaux de l'ONG Global Action ont été la cible d'une attaque au cocktail Molotov aux premières heures du 13 janvier, causant d'énormes dégâts matériels sur les lieux. La police danoise continue d'enquêter sur ce qu'elle a qualifié d'acte de vandalisme avec des motivations politiques potentielles. Et je vous le disais en titre, la solution au conflit au Sahara occidental doit être fondée sur le principe du droit à l'autodétermination et du choix libre et souverain du peuple sahraoui. C'est ce qu'a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse à Moscou, lors de laquelle il a également indiqué que la recherche d'une solution à ce conflit de longue date devait être guidée par des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, tout en réitérant la position constante de son pays pleinement alignée sur celle de l'ONU. Toujours dans l'actualité africaine, l'Union africaine a salué la reprise des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Somalie. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur Mohamed El-Amin Souef, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie et chef de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Il a noté plutôt que des objectifs tels que le renforcement des relations diplomatiques, l'accroissement de la coopération en matière de sécurité et le soutien à l'intégration économique figuraient parmi les éléments clés de cet accord. Les Maliens célébraient aujourd'hui la journée nationale de la souveraineté, retrouvée pour le ministre malien de la refondation, Bakary Traoré. Il s'agit également de célébrer l'engagement indéfectible des plus hautes autorités et de l'ensemble du peuple malien à affirmer l'indépendance et la souveraineté du Mali, et ce malgré un contexte international complexe et parfois hostile. Que les médias se positionnent.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'une épidémie présumée du virus de Marburg en Tanzanie avait tué 8 personnes, soulignant que le risque de propagation dans le pays et la région était élevé. Marburg provoque plutôt une fièvre hémorragique hautement infectieuse. La maladie est transmise par certaines chauves-souris et appartient à la même famille que le virus Ebola. Son taux de mortalité monte jusqu'à près de 90%. Je vous en parlais également en titre des mesures punitives contre l'Algérie. L'appel émane de la partie xénophobe, chauviniste et raciste de la France. Parmi toutes ces mesures proposées, celle se rapportant à une prétendue aide au développement. L'agence de presse algérienne APS s'est d'ailleurs posé la question de quelle aide au développement parle-t-on. Voici l'éclairage de Khaireddine Battach. Une dette publique extérieure culminant à 112% du PIB, un déficit budgétaire supérieur à 5%, soit 162 millions d'euros, 2% de plus que le plafond autorisé par la Commission européenne, ou encore des exportations, baisse de 3% au troisième trimestre 2024. Ces indicateurs macroéconomiques sont bel et bien ceux de la France, pays qui prétend octroyer une aide au développement au profit de l'Algérie, une aide chiffrée par de prétendus commentateurs politiques à quelques 800 millions d'euros. Aujourd'hui, l'histoire se répète et avec elle se répètent aussi les mêmes erreurs françaises du passé. Aujourd'hui, comme hier, il n'y a pas d'aide française au développement de l'Algérie. Cette aide n'existe absolument pas et n'a même pas un début de réalité dans l'économie algérienne. Nous sommes en train de travailler. La prétention, c'est en effet ce qui caractérise le mieux la démarche politicienne française à l'égard de l'Algérie ces dernières semaines, hormis un certain ressentiment vis-à-vis d'un pays qui avance dans la bonne direction, loin de tout dictat ou doigt inquisiteur. Car de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons plutôt affaire à une économie revigorée. Taux de croissance supérieur à 4%, des exportations hors hydrocarbures en forte progression et surtout un endettement extérieur n'atteignant pas le milliard de dollars. Ce tableau est en quelque sorte l'esprit qui doit prévaloir dans le débat public en France si l'on veut aborder sérieusement la question d'une quelconque aide octroyée par un pays à un autre. Or, comme dans tout débat biaisé, les instigateurs de cette cabale, soutenus par des médias à l'ADN anti-algérien faisant dans le populisme primaire, tentent d'instrumentaliser et l'histoire et les chiffres au détriment de la vérité, une vérité que l'agence de presse algérienne daigne bien rétablir. Il y a dans l'économie algérienne des exportations françaises dont le montant s'est élevé en 2023 à 3,2 milliards de dollars. Il y a dans l'économie algérienne des investissements français dont le stock est de 2,5 milliards de dollars, loin, très loin de rivaliser avec les principaux investisseurs étrangers en Algérie, à l'image des États-Unis d'Amérique, de la Turquie, de l'Italie, du Qatar, du Sultanat d'Oman, de l'Égypte et de tant d'autres pays amis. Il y a enfin dans l'économie algérienne le bénéfice à outrance de la commande publique algérienne qui se monte à des milliards de dollars et qui a fait le bonheur de nombre d'entreprises françaises dont elle a sauvé certaines parmi les plus prestigieuses de faillite annoncées. La première donnée étant que 80% de la soi-disant aide annuelle fournie par la France à l'Algérie ne quitte même pas le territoire français. Cette partie, dont la valeur totale dépasse les 106 millions d'euros, est affectée directement aux écoles et aux universités françaises en vue d'encourager ces établissements à accueillir des étudiants algériens. La seconde donnée est, quant à elle, liée au fait que les 20% qui restent de cette soi-disant aide au développement de l'Algérie sont orientés vers le financement d'actions qui servent principalement les intérêts de la France en Algérie. Ces actions incluent, entre autres, la promotion de la langue et de la culture française, le soutien aux ONG françaises autorisées à opérer en Algérie, ainsi que la consolidation de la présence économique de la France dans notre pays. Autant dire qu'il ne reste que des miettes au secteur technique, censés être les principaux bénéficiaires de ces programmes. Au vu des procédés pour le moins puérils auxquels s'adonnent les tenants d'une France revancharde et mauvaise perdante, l'acharnement français intempestif et inconsistant contre une Algérie souveraine ne saurait connaître pire sort que celui de l'indifférence des peuples algériens et français. Ce dernier, désormais insensible aux manœuvres de diversion, garde un œil attentif sur le sort d'un gouvernement français minoritaire qui, à peine investi, risque déjà d'être censuré, véritable enjeu d'une campagne insidieuse dirigée contre l'Algérie.
Dans l'actualité également de ce mercredi, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été arrêté aujourd'hui lors d'un assaut des enquêteurs, une mesure sans précédent à l'image de la crise politique provoquée par sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Jamais un chef d'État en exercice n'avait été arrêté en Corée du Sud. Safwan Ben Sabri. Jamais un chef d'État sud-coréen en exercice n'avait été arrêté. C'est une première dans l'histoire du pays que Yoon Suk-yeol aurait souhaité éviter. Après plus d'un mois de tumulte politique, le président suspendu a décidé de remettre son sort à la justice nationale. Dès l'aube, des agents du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités et de la police se sont présentés en nombre impressionnant aux abords de la résidence où était retranché depuis des semaines Yoon Suk-yeol. Aujourd'hui, après avoir vu ces individus envahir la zone de sécurité à l'aide de matériel des services d'urgence, j'ai décidé d'accéder à la demande de comparution volontaire du bureau d'enquête sur la corruption, bien qu'il s'agisse d'une enquête illégale, afin d'éviter tout incident malheureux et violent. Suspendu par le Parlement et visé par une enquête comportant plusieurs chefs d'accusation, dont celui de rébellion, un crime passible de la peine de mort. Yoon Suk-yeol avait jusque-là refusé de répondre aux convocations, poussant les procureurs à recourir à des mandats d'arrêt afin de le forcer à se rendre. La reddition du président pourrait annoncer la fin d'un chaos. Le président du Parlement a lui appelé à œuvrer à la stabilisation des affaires de l'État. Malgré l'absence de Yoon Suk-yeol, le procès de ce dernier se tiendra même sans lui. La deuxième audience est prévue jeudi. Yoon Suk-yeol s'inscrit dans une longue et triste tradition sud-coréenne. La majorité des présidents du pays ne sont pas arrivés au terme de leur mandat. Condamnation à mort, suicide, destitution, tant de scénarios qui ont scellé le sort des prédécesseurs de Yoon Suk-yeol. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.